Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 9 octobre et voici les titres de cette édition. La tempête Kirk traverse la Vendée ce mercredi. De fortes précipitations ont été observées sur le département. Nous sommes allés à la rencontre d'agriculteurs qui s'inquiètent pour leur culture. Une seule voiture mais plusieurs patients à bord. Le covoiturage sanitaire avait été supprimé pendant la période Covid. Il est désormais de plus en plus encouragé en Vendée. Enfin, nous prendrons la direction de la Barre de Mont, où la région organisait sa première journée de la culture des risques littoraux. Objectif, maintenir la vigilance des habitants et des usagers du trait de côte. Elle était attendue dès ce matin. La tempête Kirk traverse actuellement la Vendée. De fortes rafales de vent, mais surtout des précipitations d'une intensité rare ont été observées en ce début du mois d'octobre. Conséquence, plusieurs rivières sont sorties de leur lit. C'est le cas par exemple de l'Autise, du Lay ou encore de la rivière Vendée. Mais c'est dans le secteur de Noirmoutier que les pluies ont été les plus importantes, avec plus de 100 mm observés sur les dernières 24 heures. Un record battu qui datait de 1946. Dans la commune, le plan communal de sauvegarde a été activé. De nombreuses rues sont inondées comme vous pouvez le voir à l'image. La crèche municipale fermée et toutes les activités sportives du jour ont été annulées. À 17 h, les pompiers avaient déjà réalisé une centaine d'interventions dans le nord-ouest du département. La Vendée est donc toujours en vigilance orange pour fortes pluies et risque d'inondation jusqu'à cette nuit. Des conditions climatiques qui affectent directement les agriculteurs vendéens. Nous sommes allés près de Chantonnay dans une ferme bio, aux côtés d'une agricultrice qui, pour la météo, est une vraie calvaire en cette période de récolte de tournesol. Un champ transformé en étang. Le ruisseau proche de cette exploitation est sorti de son lit. Alors les plants de maïs autour sont gorgés d'eau. C'est inquiétant par rapport à notre capacité à le récolter, parce qu'il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de journées sans pluie pour que l'eau reparte et que les terrains sèchent. L'équivalent d'un mois de pluie est tombé en une seule journée ici, sur des sols déjà saturés. Certaines routes sont carrément bloquées. On voit le passage de courant un petit peu si on regarde bien. Et le reste, c'est le ruisseau qui a débordé, quoi. Un peu plus loin, ces tournesols, épargnés par l'inondation, sont bons à récolter. Mais la tempête Kirk retarde la moisson et à trop attendre, leur état pourrait se dégrader. En toute franchise, on est relativement impuissant avec les éléments de la météo. On l'a bien vu cette année. Donc voilà, on espère que ça passe, que nos tournesols tiennent. Tenir le coup jusqu'à l'arrivée du soleil, car dans des conditions comme celle-ci, impossible pour les agriculteurs de travailler. Leur activité abîmerait beaucoup trop les sols. Les journées qu'on perd, en fait, on n'arrive pas à rattraper le retard derrière parce qu'on n'a pas des belles conditions, donc c'est un petit retard qui se cumule. Mais c'est vrai que pour le monde agricole en général, autant pour tous ceux qui ont des cultures dehors, le maïs, le tournesol, c'est assez catastrophique. Une situation qui doit s'améliorer dans les prochaines heures, mais prudence, la vigilance orange est pour le moment maintenue jusqu'à demain. La saison 2023 de tourisme avait été plutôt bonne en Vendée. Le bilan de la saison 2024 risque lui d'être plus mitigé. Une météo de l'été peu favorable, les Jeux Olympiques ou encore la baisse des dépenses en lien avec la vacance ont impacté le chiffre d'affaires des professionnels du département. Près de 3/4 d'entre eux estiment déjà une perte de chiffre d'affaires d'environ 15%. Un dernier espoir subsiste, celui de voir l'effet Vendée Globe annoncé sauver la fin de la saison. On a subi la météo effectivement depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Et particulièrement, on a eu la chance de pouvoir faire un week-end du 1er mai où nous avons eu une éclaircie totale, donc un très très bon week-end. Ensuite, effectivement, la Pentecôte a été beaucoup plus mitigée. Et ensuite, un mois de juin beaucoup plus calme, effectivement. Heureusement que nous avons eu quelques étrangers dans certains campings. Ensuite, juillet et août, effectivement, une saison différente suite aux décisions présidentielles. Globalement, on est sur une saison qui est touristique qui est un peu moins bonne que celle de 2023. Il faut se rappeler que 2023, on était sur une très bonne saison touristique. Évidemment, ça s'explique, la météo, voilà, vivement le soleil, les Jeux Olympiques, l'instabilité politique, enfin bref, tout ça qui explique qu'on a une saison qui n'est pas catastrophique du tout, une saison plutôt un peu morose. Et on a constaté qu'il y a
un panier moyen du touriste qui est plutôt un petit peu à la baisse. Donc l'hébergement, lui, il a rempli. Par contre, une fois que le touriste est sur place, il consomme un peu moins dans les boutiques, dans les restaurants, dans les cafés. Donc là, on sent qu'il y a une fragilité. Le Vendée Globe est très important. Le Vendée Globe est très important pour nous. Il va nous apporter une visibilité, une communication nationale et internationale, notamment aussi par l'intermédiaire des sponsors qui vont, par leur packaging, par leur diffusion au niveau de la distribution, qui vont nous apporter un complément de visibilité, oui. Le Vendée Globe, ça va bien sûr relancer un petit peu la dynamique touristique sur l'hébergement, mais aussi sur la restauration, les cafés. Et donc, on attend plus d'1 million de personnes sur le village du Vendée Globe. Forcément, ces gens-là, ils ne vont pas tous dormir en Vendée, mais en tout cas, ils vont sans doute consommer sur le village ou ailleurs, au Sable d'Olonne ou en Vendée plus généralement. Et donc, on a aussi besoin, les professionnels du tourisme ont aussi besoin de cette fréquentation-là. Vous le connaissez peut-être sous le nom de transport partagé ou encore covoiturage sanitaire. Le principe reste le même, mutualiser les déplacements des patients qui ont un rendez-vous médical. Une pratique fortement encouragée par la CPAM, car si elle a été supprimée pendant la période Covid, elle est de nouveau à l'ordre du jour, notamment pour contrebalancer la hausse du coût de ces transports domicile-lieu de consultation, une hausse due à une partie à une revalorisation tarifaire des prestataires et au prix des carburants. Gilles Chevolot et Marie-Annick Nicolezo font du covoiturage sanitaire. Ils se rendent tous les deux au CHD Vendée et ont pour cela un bon médical de transport. Et pour faire des économies, l'assurance maladie encourage les usagers à faire du transport partagé. Alors le transport partagé, on en a toujours eu un peu. Là, il y en a de plus en plus. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut que ça soit géographiquement possible. Et après, avec des personnes autonomes et valides. Pour M. Chevolot, partager son transport est une évidence. C'est comme ça qu'il faut faire parce que quand on voit le prix des carburants qu'il faut mettre pour pouvoir aller jusqu'à l'hôpital, revenir, si c'est pour prendre une personne, ça ne vaut pas le coup. En 2023, le remboursement des transports sanitaires avait coûté près de 6 milliards d'euros à l'assurance maladie, qui mise aujourd'hui beaucoup sur le transport simultané pour faire des économies. Un dispositif simple qui ne demande aucune démarche particulière de la part du patient, mais beaucoup d'organisation au sein des sociétés de transport. Dans cette entreprise, environ 25% des transports sont partagés. On contraint nos régulateurs à accentuer le transport partagé, à mieux les planifier et à en planifier davantage. C'est une gymnastique qui demande avant tout de la pertinence dans leur choix. Lorsqu'ils choisissent de faire un transport partagé, il faut que ce soit judicieux pour l'entreprise, mais aussi pour les patients. Financièrement intéressant pour les entreprises et l'État, les associations de malades s'inquiètent, elles, que les détours et kilomètres supplémentaires n'entraînent une dégradation de la qualité des soins pour les patients. L'assurance maladie assure travailler sur ce qu'elle appelle ses contraintes opérationnelles. Il peut y avoir des délais d'attente, il ne faut pas que ce soit des délais trop longs. Il peut aussi y avoir des détours, puisqu'on n'habite pas tous forcément dans le même quartier ou dans la même rue. Donc c'est de ce type-là. Ça nous paraît quand même dans un grand nombre de cas plutôt dépassable, ou en tout cas on peut gérer ces contraintes, mais c'est effectivement des contraintes très opérationnelles qu'il faudra voir avec les transporteurs et les établissements. Pour préserver le système de santé et réduire l'impact individuel sur l'environnement, l'assurance maladie veut donc voir le transport partagé se développer et a pour objectif d'économiser 50 millions d'euros sur l'année 2024. Prenons la route désormais de la Barre de Mont, où la région a organisé lundi sa toute première journée sur la culture des risques littoraux. Une journée d'ateliers pratiques, de conférences ou de tables rondes destinées aux scolaires mais aussi aux élus et aux collectivités territoriales. Une culture du risque lié au littoral qu'il faut absolument maintenir, car la vigilance a tendance à baisser chez les habitants et les usagers du trait de côte. C'était la première journée régionale sur la culture des risques. Les ateliers de premiers secours étaient organisés par la protection civile avec un rappel des bases du secourisme qui sont toujours utiles. Ça réactualise bien des notions que j'avais un peu oubliées, que c'est pas si simple que ça, mais que ça s'oublie pas vraiment. Mais par contre, j'ai découvert comment marche un défibrillateur. L'objectif, c'est de donner cette conscience du risque pour apprendre à mieux réagir. C'est aussi le message de Bientôt la vague, une intervention qui mélange exposition et spectacle. La problématique de l'inondation était abordée auprès de 190 collégiens.
Pour nous, le logo du projet, c'est un repère de crue et on appuie vraiment là-dessus, puisque le repère de crue pour nous, c'est vraiment la sensibilisation même. C'est-à-dire que si le public, mais que ce soit des scolaires ou le grand public, voit ce repère de crue dans le paysage, à terme, ils sont quasiment sensibilisés. Ils ont la conscience qu'il y a déjà eu des inondations et peut-être que ça peut revenir. Aujourd'hui, 21% des côtes sableuses du territoire sont touchées par l'érosion. La sensibilisation des élus et des professionnels est donc centrale pour mieux gérer sur le long terme les risques littoraux. On voit bien que par rapport à ces sujets d'érosion côtière, de submersion marine, il va falloir aussi qu'on ait des actions peut-être un peu plus fortes dans l'avenir et on a vraiment besoin d'acculturer l'ensemble de nos concitoyens, les jeunes ou les moins jeunes, à ces risques littoraux qui vont nous amener demain à avoir des actions peut-être un peu fortes. Là, on a senti depuis quelques années que la tension diminuait un peu, mais les tempêtes de l'année dernière ont remobiliser tout le monde et il est temps que ce risque soit pris en compte pour l'urbanisation, pour tout ce qui est à faire sur le trait de côte. Cette première journée était donc expérimentale. Si elle se révèle efficace, elle pourrait être de nouveau organisée l'année prochaine dans les régions des Pays de la Loire. Ce dimanche a lieu la 42e édition du Chrono des Nations aux Herbiers. Nous connaissons désormais l'ensemble des coureurs qui seront au départ. À noter le retour en Vendée de Stéphane Kung, le double vainqueur de l'épreuve. Le Suisse de la Groupama FDJ tentera de venir chercher une 3e victoire. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retour de l'actualité demain dès 7h avec Caroline Tronche. Je vous retrouve quant à moi dès 12h30. Passez une très belle soirée sur TV Vendée.